Stop acting so small because you are the universe in ecstatic motion. Bienvenue pour cet après-midi santé en cette grande salle qu'on appelle la Halle 6 Ouest. Nous sommes dans les locaux de l'Université de Nantes qui nous accueille pour ce Web Today. Et cet après-midi, je vous le disais, sera consacré à la santé. Nous allons commencer avec une table ronde sur la ménopause au travail. Et puis nous allons passer ensuite à quelques interventions, dont une table ronde sur la nocivité des applications mobiles et des téléphones. Et puis en fin de journée, nous parlerons plus globalement de santé au travail, de santé plus générale, sans faire de focus sur une maladie ou un problème ou une technologie en particulier. Je m'appelle Jean Chabot, je suis avec vous pour tout cet après-midi et pour animer, introduire, présenter, questionner, vous proposer le micro. En effet, le micro que j'ai à la main est aussi à votre disposition. Alors, plutôt, il a un petit frère ou une petite sœur. Et mes collègues du Web Today qui sont autour avec des t-shirts beige peuvent vous l'apporter si vous levez la main. Ce sera avec plaisir. Il ne s'agit pas de vous laisser les 5 dernières minutes, mais que vous puissiez participer tout au long de la discussion. Donc, à la louche, je dirais que les 20 premières minutes, je me les garde jalousement pour poser les questions. Et puis, ça vous donne le temps de réfléchir aux questions que vous souhaitez poser. On va parler donc de la ménopause dans le cadre du travail sous cet angle-là. Vous avez vu, la conférence porte le titre « La fin d'un tabou ». À quand la fin d'un tabou ? Un tabou qui dure. Nous avons, pour en parler, 3 invités que je vais accueillir maintenant et présenter. Je vous en prie, mesdames. Bonjour à vous 3. Je vous présente rapidement et puis je vous demanderai de nous en dire un peu plus sur vous, parce que je ne prétendrai pas vous présenter mieux que vous-même. Catherine Azoulay, de droite à gauche, Catherine Azoulay, vous êtes médecin gynécologue. Christelle Bonny, vous êtes cofondatrice de la Femtech France et présidente de Sextech for Good, qui sont 2 structures qui visent à promouvoir la santé des femmes via l'innovation. Et puis Jen Douat, bonjour. Vous co-dirigez Omena, qui est Omena, c'est une application qui aide les femmes à traverser cette phase de ménopause. C'est bien ça ? Catherine, est-ce que 1 minute de présentation, 2 minutes pour nous dire un peu d'où vous parlez, qui êtes-vous par rapport à ce sujet de la ménopause ? Vous êtes médecin gynécologue, donc le lien est tout fait, mais quel est votre parcours, Catherine ? Oui, alors je suis médecin gynécologue endocrinologue de formation, donc déjà spécialisée dans les hormones, avec une sensibilité particulière pour toutes les problématiques hormonales féminines. Je suis ici parce que je suis aussi passionnée par la Femtech, que j'ai découvert par le collectif Femtech France. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement prometteur, qui pour nous est tout nouveau, mais passionnant. Et puis, 2e axe qui m'intéresse, c'est la santé environnementale. Donc, je fais aussi partie d'associations sur le sujet et il y a aussi beaucoup de liens entre la santé environnementale et la santé des femmes. Qu'est-ce que c'est la santé environnementale ? C'est l'étude du retentissement
des perturbations de l'environnement, qui peuvent être des perturbations climatiques, des perturbations hormonales, puisqu'il y a beaucoup de molécules chimiques, mais pas que, il y en a aussi dans l'air, un peu partout, qui retentissent, on les appelle des perturbateurs endocriniens, qui retentissent sur le système hormonal. Alors la femme est très très sous l'emprise, qu'elle le veuille ou pas, de son système hormonal, et évidemment la ménopause étant une part importante de sa vie hormonale. Merci. Christelle Bonny, je disais, vous dirigez 2 structures, Femtech France et Sextech for Good. Est-ce que vous pouvez nous traduire ce que c'est et nous expliquer basiquement ce qu'on appelle la Femtech ? Oui, alors la Femtech, donc Femtech France, c'est une association, c'est un collectif qui est né à peu près il y a 1 an. C'est Female Technologies, donc c'est toutes les technologies et les produits et services innovants qui s'intéressent à la santé des femmes. Et la Sextech, c'est un peu plus large, puisque là, on va parler d'innovation dans tous les domaines de la sexualité. Il y a de la santé sexuelle, mais aussi de l'éducation et du plaisir. Voilà. Alors, on va avoir une petite carte. Oui, on va la voir. Voilà. Alors c'est gentil, c'est un aperçu. C'est vrai qu'on avait dit que dès que Christelle prend la parole, on lance. Vous avez lancé, c'est nickel. On a c'est le test post-repas. Est-ce qu'on peut le désamorcer, s'il vous plaît, cette présentation ? On va y revenir quand Christelle présentera plus amplement. Quel est votre parcours, Christelle ? Voilà, moi j'ai été... J'ai rien à voir avec ça, d'accord. Non, à Nantes, au départ vraiment en communicante, mais j'ai basculé dans l'univers des startups en 2008. J'ai commencé par une startup dans le domaine de la sextech et j'ai vu à quel point l'intime était politique. Et travaillant dans la sextech, et y compris sur cette dimension santé, j'ai glissé naturellement aussi vers la femtech, puisque c'est un secteur, la santé des femmes, qui supporte toujours beaucoup d'inégalités de genre. Et la femtech permet ça aussi, non seulement d'innover pour trouver des solutions, mais aussi pour mettre sur le devant de la scène des sujets qui, pour l'instant, étaient un peu tabous ou non adressés. Merci. Et Jen Douat, bonjour. Vous dirigez Omena. Omena, je disais, une application pour aider les femmes à traverser la ménopause. Vous nous en dites un peu plus ? Oui, tout à fait. Donc, bonjour déjà tout le monde et merci de m'avoir invité. Donc, je suis la CTO d'Omena. CTO, donc directrice technique dans un jargon un peu moins sexy. On a lancé donc Omena avec mes 2 cofondatrices il y a 2 ans. L'application est sur les stores, donc iOS et Android depuis 1 an et compte 50 000 utilisatrices. Pourquoi est-ce que 3 filles de 25 ans ont lancé une application pour adresser la ménopause en sortant d'école ? Parce que déjà on s'identifiait pas mal au sujet. On traversera la ménopause dans 25 ans et nos mères venaient de la traverser. Et par ailleurs, ça nous semblait un peu aberrant qu'un sujet qui affecte la moitié de la société soit aussi tabou et aussi peu pris en charge en général. C'est un sujet qui est particulièrement intéressant dans le monde du travail. Et le monde du travail m'intéresse particulièrement aussi en tant que CTO, donc un poste technique qui est habituellement occupé par les hommes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec votre appli ? Plein de choses. Donc, en gros, le but de l'application, d'abord, c'est d'informer les femmes sur la ménopause, donc de l'information rédigée par les médecins, validée scientifiquement, qui n'est pas forcément évidente à trouver sur Internet. Ensuite, c'est d'accompagner les femmes dans la réduction de leurs symptômes. Donc, il y a 34 symptômes de ménopause, c'est beaucoup. Et on a des programmes pour à peu près 10 d'entre eux, donc qui sont... spécifiques aux symptômes, par exemple si c'est des douleurs articulaires ou des bouffées de chaleur, ça ne va pas être les mêmes programmes, ça peut être de la nutrition, de l'activité physique, de la relaxation, etc. Et on peut aussi poser des questions à des professionnels de santé, sexologues, gynécologues, psychologues, pour des questions plus spécifiques auxquelles il n'y aurait pas eu la réponse dans le reste de l'app. D'accord. Très bien. 34 symptômes, disait Jane. Catherine, est-ce que vous pouvez nous aider à définir... Je n'ai pas compté, je ne sais pas. Vous n'avez pas compté ? Elle a compté. Possible. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous aider à définir la ménopause ? Alors la ménopause, déjà, ce n'est pas une maladie. Première chose que je voudrais dire, c'est ce qu'on appelle en médecine quelque chose de physiologique. C'est-à-dire que ça va arriver chez tout le monde, c'est inéluctable. La moyenne d'âge en France est de 51 ans. Et ça correspond à l'arrêt de fonctionnement des ovaires, par vieillissement tout simplement, par épuisement de leur activité. Donc, en particulier, on va y avoir un arrêt des sécrétions ovariennes, des sécrétions hormonales, et en particulier des œstrogènes, qui est l'hormone spécifiquement féminine, on va dire. Donc, le premier signe, bien sûr, c'est l'arrêt des règles. Alors, ça se fait jamais d'un coup, hein, ça vient... après une période qu'on appelle la préménopause, qui peut durer de 1 an à 10 ans.
Et puis petit à petit, des signes plus spécifiques vont apparaître. Le plus connu, c'est la bouffée de chaleur, qui arrive en gros chez 8 femmes sur 10. Ça peut être très, très léger, ça peut être quelques petites bouffées par-ci par-là, ou alors ça peut être le cataclysme. Ça peut s'accompagner de sueurs nocturnes très importantes qui peuvent être extrêmement invalidantes. Et puis plus on va avancer, plus vont apparaître d'autres signes liés à ce manque, c'est-à-dire cette carence en oestrogène, qui va retentir un peu sur plein d'organes différents. Donc il va y avoir aussi un état inflammatoire qui va apparaître, qui va contribuer à altérer la qualité de vie et l'état général. Donc on a des signes un peu cérébraux, on va dire, enfin des troubles de la mémoire, des troubles cognitifs, c'est-à-dire de la pensée, plus de stress, plus d'anxiété. Et puis on a aussi des signes de l'ordre rhumatologie avec des douleurs articulaires et au maximum de l'ostéoporose, c'est-à-dire que cette carence en oestrogène induit une altération des os. Et puis troisième catégorie d'événements qui se produisent, c'est des événements cardiovasculaires. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation du risque cardiovasculaire avec le temps. Alors évidemment, dit comme ça fait peur. Tout le monde n'a pas tout ça, hein, évidemment. Voilà. Mais au pire, on peut avoir tout ça. Donc, c'est pas une maladie, mais ça a des conséquences qui peuvent devenir une maladie. À partir de quel âge, sur quelle tranche, sur quelle durée ça concerne les femmes? L'âge moyen de l'arrêt des règles, la définition stricte de la ménopause, c'est pas de règles depuis 1 an. Donc l'âge moyen en France, et à peu près partout en Europe pareil, c'est 51 ans. Mais encore une fois, c'est précédé par cette phase de pré- ou périménopause, où les signes vont apparaître, puis régresser, puis revenir, puis ça, etc. C'était quoi la suite? Les autres questions? Sur quelle durée? Donc voilà. La préménopause, ça dure entre 1 et 10 ans. Et la ménopause, une fois qu'elle est installée, une fois que les ovaires se sont endormis, ils vont plus se réveiller. Hein. Donc voilà, ça reste jusqu'à la fin. Donc une fois que les symptômes ont disparu, on est encore en ménopause? Alors les symptômes en eux-mêmes, en particulier les bouffées de chaleur, durent, ça a été étudié, en moyenne 7-8 ans. C'est des moyennes. Hein. Il y a des patientes qui vont en avoir pendant 1 an, puis qui n'entendront plus jamais parler. Et puis il y a une proportion qui va l'avoir 10 ans, 15 ans. Donc pour les bouffées de chaleur, c'est ça. Et puis les restes des signes va plutôt en s'aggravant avec le temps. Tout va bien, Christelle, tout va bien. Restons dignes. Je m'appuie un peu sur la table pour... On peut parler de l'andropause, si vous voulez, faire une pause. On parlera, oui, de tout ça. Il n'y a pas de problème, tout ce qui est prostate, quand vous voulez, mais pour l'instant, c'est pas le sujet. Combien de... Là, on est ici pour parler de la ménopause en entreprise, donc combien de femmes actives sont concernées? Je crois que 10 millions de femmes, 15 millions de femmes françaises aujourd'hui sont concernées, mais toutes ne sont pas en activité. Voilà, il y a à peu près 15 millions de femmes de plus de 50 ans en France. Il y a 35 millions de femmes en tout en France. Donc à peu près une quinzaine ont plus de 50 ans. Et sur cette tranche d'âge-là, pré-ménopause, ménopause, on considère à peu près qu'il y a 2 femmes sur 3 qui sont encore en activité professionnelle. Donc vous voyez sur les signes que je vous ai racontés, il y en a qui peuvent être très sévères et qui vont impacter la qualité de vie au quotidien, et donc forcément le travail. Si on travaille, c'est mathématique, c'est obligatoire. Alors Christelle, à quand la fin d'un tabou? Pourquoi un tabou? Est-ce que vous qui avez, grâce aux 2 structures dont vous nous avez parlé, vous avez une vue assez générale sur l'emploi et l'emploi des femmes? Pourquoi est-ce qu'on peut encore parler de tabou en France? Pour plein de raisons. Déjà parce qu'on est encore dans une société patriarcale, comme ça on va le poser, c'est dit, avec une vision de la femme qui est très liée à sa biologie, et donc avec beaucoup d'injonctions. La ménopause, c'est une construction sociale, hein, comme la société, comme la sexualité, pardon, comme plein d'autres sujets. Donc quand on est une jeune femme, qu'on commence à avoir des seins, on est sexualisé. Quand on a ses règles, on devient une femme, on peut avoir des enfants. Quand on a 30 ans et qu'on peut avoir des enfants, il faut avoir des enfants. Quand on a 40 ans, on commence à être en ménopause sociale, parce que là, on
on nous dit qu'on est déjà un peu trop vieille pour en avoir. Et quand on a 50 ans, on bascule là dans une zone. Alors là, puisqu'on ne sert plus à rien, on est un peu stigmatisé et on serait un peu déclassé. Et donc, c'est un peu caricatural, mais ça l'est carrément même. Oui, mais pas tant que ça. Ouais. Et parce que Non, si pas on tant que regarde ça, les c'est pas parcours tant que de ça. vie et des carrières des femmes, et Catherine aurait pu parler d'une récente étude qui vient et qui a mesuré aussi les coûts de tout ça aux États-Unis. On a déjà, parce qu'on est une femme, si on a des enfants, des grossesses, donc on aura des carrières hachées, on sera toujours payé moins. Et à un moment donné, quand on va arriver à 50 ans avec beaucoup d'expérience et encore beaucoup de choses et d'envie à faire, on va nous dire ah ben non, mais là, c'est plus l'heure, vous êtes déjà dépassé. Alors qu'il y a de plus en plus de femmes qui seront actives, qui seront ménopausées, et un âge de la retraite qui recule. Donc il y a un moment donné, c'est même plus à quand, c'est que c'est urgent de détabouiser en fait tous ces sujets-là et de comprendre aussi qu'une femme, c'est un être à part entière et qu'elle ne peut pas laisser ses douleurs ou sa qualité de femme à la porte de l'entreprise quand elle arrive au boulot. Et donc si elle souffre d'endométriose ou de bouffées de chaleur, ça va l'impacter aussi sur son travail. C'est comme ça. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? On continue de pas en parler et d'avoir un vrai coût pour les entreprises, parce que quelqu'un qui est pas bien, elle finit par démissionner, elle finit par être moins productive. Qui dit démission ou perte aussi de compétences, si une cadre s'en va, c'est dangereux pour les entreprises en fait de pas prendre ce sujet-là et de pas se dire en fait la santé des femmes, y compris la ménopause, est un vrai levier d'égalité et aussi de performance des entreprises. Juste sur le plan du vocabulaire, le mot endométriose, vous pouvez nous expliquer, Catherine, cette affection de l'endomètre? Alors l'endométriose, c'est une maladie gynécologique qui est aussi sous l'influence des hormones. L'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus, qui donc normalement est à l'intérieur de l'utérus. Et dans l'endométriose, il y a un déplacement de ces cellules de l'endomètre vers soit le pelvis, ça s'accroche sur les ovaires ou sur la vessie ou sur le digestif, ou alors ça rentre dans l'épaisseur de l'utérus. Mais comme c'est de l'endomètre, ça continue à saigner, puisque l'endomètre, c'est ce qui saigne au moment des règles, et où qu'il soit, il va regarder le même environnement. Et le fait de saigner comme ça au moment des règles va donner des douleurs quand l'endomètre n'est pas dans la cavité de l'utérus. C'est Merci. ça l'endométriose. Merci. Jen, je vous ai coupé la parole. Oui, je voulais juste revenir sur le sujet du tabou de la ménopause. Donc, je suis d'accord avec toi que c'est un tabou, mais ça l'est d'une certaine manière moins que d'autres sujets. Moi, mon impression, en parlant avec beaucoup d'utilisatrices et beaucoup de personnes sur la ménopause, c'est qu'on peut parler de ménopause en général. Enfin, là, il y a une table ronde sur la ménopause, là où il n'y en aurait peut-être pas une sur, je sais pas, le prolapsus vaginal ou sur d'autres sujets. Mais par contre, c'est très tabou quand on parle de sa propre ménopause. Donc moi, ma sensation, c'est qu'à un dîner, on peut parler de ménopause en général, dire la ménopause au travail, voilà les symptômes, voilà ce qu'il faut faire, mais dire « Ah, là, j'ai une bouffée de chaleur, c'est la galère, je vais aller me mettre de l'eau et on ouvre la fenêtre », c'est plus compliqué. Donc c'est un niveau de tabou qui nous permet d'en parler, et nous permet d'être là aujourd'hui, et nous permet d'avoir des mesures qui vont être prises en entreprise, mais qui complexifient bien sûr le fait d'aller chercher de l'aide. Alors moi, je vais avoir 50 ans au mois de juillet, donc j'ai pas ton âge. Et je pense qu'on peut en parler. Le problème, c'est comme on parle beaucoup de la sexualité. Maintenant, est-ce qu'on en parle bien et est-ce que concrètement on fait des choses intéressantes? Là, j'ai beaucoup de doutes. Et aujourd'hui, on souffre encore d'un double standard, d'être une femme et âgée. Et donc, on souffre encore, les femmes, du sexisme et de l'agisme. Et donc, il est vraiment temps, puisqu'on dit que l'égalité homme-femme est un sujet, un vrai sujet. Et si on veut vraiment construire une société plus égalitaire, il faut s'attaquer à ces sujets-là. Et une fois qu'on pose les choses et qu'on parle des symptômes, qu'on fait de l'information, c'est que dans les entreprises, on mette des choses en place. Et il ne s'agit pas de dire on va encore donner des congés supplémentaires à ces femmes là, qui commencent à nous faire un peu suer avec leur douleur de règles, leur douleur de pas de règles. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a plein de choses pratiques, comme effectivement de pouvoir ouvrir les fenêtres, de pouvoir peut-être avoir accès à une douche, enfin des choses comme ça, qui sont très pratiques, qui sont pas si compliquées, mais qui peuvent changer beaucoup de choses. Avec plaisir pour le détailler. Je voudrais juste vous garder la parole. Je voudrais juste afficher donc le panorama que vous avez conçu pour nous. Est-ce qu'on peut l'afficher, s'il vous plaît? Voilà. Alors,
Vous vouliez qu'on parle de ce panorama, Christelle? Oui, alors je voulais juste dire, voilà, la Femtech, quand on parlait de tous les sujets que couvre l'innovation en santé des femmes, vous voyez, voilà, c'est un spectre très, très large. C'est un des premiers travaux qu'on a fait à Femtech France, c'est ce recensement et cette cartographie des startups françaises. Donc elle est en cours de renouvellement, enfin de mise à jour. Donc on avait cartographié fin 2002 81 startups, donc évidemment, qui est membre de Femtech France. Et sur tout ce panel de startups, et c'est à peu près le même pourcentage à l'échelle mondiale, on a 5%, j'ai envie de dire seulement, de startups qui s'intéressent à la ménopause. A priori, les femmes qui peuvent avoir des enfants en âge de procréer sont beaucoup plus bankable, alors qu'il y a beaucoup plus à faire en fait, sur la ménopause, parce qu'il y a beaucoup de besoins en fait, qui sont adressés. Et donc voilà, que 5%. Donc avec des applications dans nos membres, avec Atana, qui est un petit boîtier connecté pour lutter contre les bouffées de chaleur. Et puis après, voilà, d'autres programmes d'accompagnement. Et puis il y a bien sûr d'autres qui sont dans la santé globale, qui font des compléments alimentaires. Mais c'était pour dire que... Quel est le dernier parce qu'il est caché sur le grand écran par il y a un cache noir. Amenovia, c'est Nuva. On peut pas le lire. Ah oui, Nuva. À droite, c'est Nuva. Nuva. Et de dire, OK, on a encore beaucoup de choses à inventer, sans doute, sur ce sujet-là. Et on a 4 femmes sur 5, je crois, une étude était sortie, qui sont prêtes et qui sont intéressées par des dispositifs qui seraient non invasifs pour trouver des solutions sur ces symptômes-là. Encore une fois, quand on est en ménopause, j'ai 50 ans, je peux vous en parler, on n'a pas envie de se sentir malade, maintenant il y a des vrais impacts, donc on a envie d'avoir des solutions. On n'a pas envie d'être dans la pathologie, mais on a quand même des choses, ça peut nous simplifier la vie, et la qualité de vie, c'est intéressant. Donc c'était pour ça que je voulais vous montrer la carto, pour dire, voilà, il y a encore de la place, et c'est un sujet, toutes les femmes, vous l'aviez dit, c'est universel. Par contre, c'est pas universel partout dans le monde, sur la manière et les impacts que ça a, y compris sur ce que les représentations sociales, une fois, et culturelles que ça a. C'est pas un sujet au Japon. Et dans certaines ethnies en Afrique, quand on est en ménopause, on gagne en puissance et on gagne en privilège. Ce qui n'est pas toujours, c'est pas le cas chez nous. Ou comme l'orque, j'aime bien cette anecdote, qui est le seul mammifère qui, comme nous, est ménopausée, et quand elle est ménopausée, elle devient chef de la tribu. Et s'il n'y a pas de chef de tribu, la tribu meurt. Voilà. On voit bien que la femme française, la vision de la ménopause, c'est pas encore tout à fait ça. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Vous aviez il y avait une autre slide après ça? Non, oui. Oui, excusez-moi, Jane, encore une fois. Non, c'était juste, voilà, les 5% de la ménopause sont là, et c'était pas un petit peu pour détail illustrer le chiffre que vous donniez. Voilà. Merci beaucoup. Jane? Moi, je veux bien juste tenter d'expliquer le chiffre, parce que là, on se dit, c'est étonnant, toutes les femmes traversent la ménopause, pourquoi il n'y a que 5% des startups qui sont créées là-dedans? Ouais. Moi, je l'explique pas mal sur le profil des entrepreneurs. La majorité des entrepreneurs ont entre 30 et 45 ans, et donc c'est un âge... Bon, il y a très peu de femmes entrepreneuses aussi. Donc en gros, c'est des hommes entre 30 et 45 ans qui lancent des boîtes, qui ne traversent pas la ménopause et n'en entendent pas beaucoup parler. Donc je pense que ça explique ce chiffre aussi, et j'espère que dans le futur, il y aura plus de femmes qui traversent la ménopause et qui lanceront des boîtes là-dessus aussi. Oui, peut-être. Alors, Atana, le boîtier, c'est un jeune homme qui lance ça, et il a à peine 30 ans. Et dans la Femtech et dans la Sextech, la majorité des porteurs et des porteuses de projets sont des femmes, justement, parce que c'est effectivement, tu as raison, c'est des femmes qui traversent, et souvent qui sont des patientes expertes, qui traversent des sujets, et comme elles ne trouvent pas de solution, elles se disent, bon, on va arrêter d'attendre et on va le faire. Voilà. C'est pour ça que Femtech France aussi, on a créé un programme d'accompagnement pour les aider, en fait, à structurer, parce que quand on arrive patiente experte avec une solution, une idée, c'est pas pour autant qu'on est entrepreneur. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur le système de soins, le financement de l'innovation, des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'on est là aussi. Catherine? Alors moi qui ne suis pas dans le milieu de la tech, est-ce que c'est pas tout bêtement parce que les seniors sont moins connectés? Connectés dans quel sens? Ont moins recours, ont moins l'habitude d'utiliser des appareils connectés. Est-ce que c'est une vérité déjà? Oui, nous on s'est pas mal intéressé à la question au moment de lancer Omena, bien sûr, parce qu'on s'est dit, est-ce qu'on va lancer une application pour la ménopause si les personnes qui traversent la ménopause ne sont pas intéressées par des applications mobiles? En fait, il y a pas mal de benchmarks qui montrent que les femmes qui traversent la ménopause, dans la catégorie 45, 55, 60 ans, utilisent autant les applications mobiles que les personnes de 20-25. Donc, Omena peut continuer d'exister. Ah bien sûr. Mais c'était pas un pitch, Jane. Détendez-vous. C'est un combat. Tout est un combat. Tout va bien. Le tabou, il est double, si je vous entends bien. Il est à la fois venant de l'extérieur, du patriarcat, du système qui empêche de parler ou qui dit il y en a ras-le-bol de parler de ces problèmes de gonzesse.
Je reprends les mots de Christelle, hein, qui n'a pas dit gonzesse exactement, mais le cœur y était, de bonne femme. Voilà, c'est la génération de mon père qui disait bonne femme. Et les femmes elles-mêmes, qui sont plutôt dans l'autocensure, puisqu'il y a très peu de femmes qui, c'est Jane qui le disait, on n'en parle pas entre amis, alors on en parle encore moins au travail. C'est un sujet qui est peu amené par les salariées elles-mêmes. Est-ce que vous confirmez ça, Christelle ou Catherine ? Oui, c'est vrai. Une autocensure qui fait le tabou. Une autocensure, bien sûr. Il y a dans cette tranche d'âge-là un taux de salariés qui est assez élevé. C'est aussi l'âge où on peut accéder à des postes plus, je sais pas comment dire, plus haut, avec plus de responsabilités et donc peut-être plus d'images aussi. Oui. Donc il y a eu des études, en particulier anglaises, on en parlait tout à l'heure avec Jane. Il y a beaucoup d'études anglo-saxonnes, hein. Il y a très peu d'études françaises, voire quasi pas, je crois, publiées, je veux dire, dans des revues médicales. Hein. Et il y a une étude en particulier anglaise qui date d'il y a 3-4 ans, je crois, que j'ai trouvée très intéressante parce qu'ils ont interviewé tout bêtement online des femmes ménopausées en leur disant qu'est-ce qui vous pose problème dans votre travail. Donc tout signe clinique mélangé. Hein. Ils n'ont pas pris les plus embêtés ou les moins embêtés. La tranche d'âge seulement comptait. Et sont ressorties 2 choses. Premièrement, la tolérance à l'environnement de travail. Le bruit, le fait d'être dans un petit bureau, une petite surface, d'avoir beaucoup de gens, un surpeuplement, de ne pas pouvoir facilement accéder aux toilettes ou accéder, voilà, donc l'environnement. Et deuxièmement, une baisse de la tolérance au stress, hein, parce que quand on n'est pas bien dans son corps, on n'est pas bien dans sa tête forcément, surtout si on a des postes à responsabilité, donc aussi où on a besoin de se présenter, de faire des conférences, de parler en public, etc. Et en plus, la bouffée de chaleur est très corrélée au stress. Hein. Donc, si on a plus de stress dans le travail, on va être plus symptomatique. Et du coup, après, c'est le serpent qui se mord la queue. On a peur, donc on va éviter, etc. Donc, ça nuit à la carrière et puis ça nuit au bien-être, évidemment. À un moment, paradoxalement, où on est la plus compétente et au sommet de sa carrière, normalement. Alors, dans la théorie, oui. Voilà. Après, si on a des bouffées de chaleur la nuit, par exemple, même si elles ne sont pas très fortes, une bouffée de chaleur, ça réveille. Oui. Parce que ça monte la température corporelle et ça réveille. Pour dormir, il faut avoir une température corporelle plus basse que dans la journée. Donc, si on a une bouffée de chaleur, le cerveau, il se dit, tiens, ça y est, c'est le matin, paf, il se réveille. Si ça vous arrive 5 fois dans la nuit et que le lendemain matin, il faut assurer une réunion, ça perturbe la concentration, ça peut perturber la mémoire, ça joue aussi. Christelle ? Vous vouliez ajouter Oui, il y avait d'autres études qui disaient que dans les femmes qui ont des symptômes forts, moins d'1 sur 4 ose en parler à son travail. Mais encore une fois, pourquoi ? Parce que c'est la peur d'être stigmatisée. C'est tout l'enjeu de la santé des femmes. Aujourd'hui, vous avez 35% des femmes en parcours de PMA qui préfèrent démissionner plutôt que de devoir conjuguer les deux et d'en parler, parce que qui dit PMA dit grossesse, et donc on a peur de l'employeur. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un contexte qui facilite la parole. Et encore une fois, quand on est une femme et qu'on sait qu'on a ce sexisme et cet agisme, on ne va pas arriver en disant « Oh là là, moi j'ai la ménopause, ça ne va pas bien, je ne dors pas bien, je suis fatiguée ». Il y a des peurs, on a peur d'être viré, on a peur de... Donc c'est compliqué. Mais alors je vous invite à lire un nouveau bouquin qui vient de sortir qui s'appelle Les Flamboyantes, parce que je vous le dis, la nouvelle et peut-être la première génération de femmes là, qui arrive de 50 ans, qui a plus du tout envie que ça se passe comme ça, et qui du coup va prendre la parole et va faire, j'espère, bouger les choses, parce que quand on arrive maintenant à 50 ans avec ces carrières-là, les enfants sont partis, on a de l'expérience et on a envie de se réaliser, ce qu'on n'a pas forcément pu faire avant, parce que les petits, de charge mentale où on était très mobilisés sur la famille et la sphère privée, et on a envie de faire des choses. Mais ça veut dire que pour pouvoir le faire, il faut pouvoir parler de ménopause en entreprise, il faut mettre des choses en place, et il faut que culturellement, on arrête de stigmatiser et de générer ces environnements anxiogènes, en fait. Et il y a un rapport de la NAMS, donc la Société savante médicale américaine de la ménopause, qui parlait, donc il donnait plein de recommandations, etc. Et un truc qu'il disait, c'est attention, il ne faut pas que ça devienne un nouveau sujet de stigmatisation des femmes au travail, qu'elles parlent de leur ménopause. Donc, même les sociétés savantes, les gens qui dictent les recommandations savent que c'est une énorme problématique d'à la fois accompagner les femmes qui traversent la ménopause en entreprise sans les stigmatiser du fait de l'agisme et du sexisme. Après, je pense Catherine, oui.
Pardon, excuse-moi. Oui, stigmatisation, c'est un point extrêmement important qui a été pris à bras-le-corps par le gouvernement anglais, qui a voulu en 2002 faire rentrer la caractéristique, le fait d'être ménopausé comme ce qu'ils appellent une caractéristique protégée, c'est-à-dire qui ne peut pas être sous le coup d'une discrimination. Donc, il y a eu une proposition de loi qui, malheureusement, complètement à la fin du déroulement judiciaire, en quelque sorte, a été retoquée parce qu'on a considéré que imaginer qu'une femme ménopausée puisse être protégée, c'était pas logique par rapport aux hommes qui avaient, par exemple, une maladie chronique. Donc ça allait stigmatiser les hommes en voulant protéger les femmes. Donc ça a été retoqué. Mais au niveau du gouvernement anglais, ils sont extrêmement en avance par rapport à nous. Il ne faut pas désespérer, peut-être que ça viendra. Mais les anglo-saxons sont très très protecteurs sur le statut de la santé des femmes au travail. Alors j'ai lu que ces 3 dernières années, il y a 5 cas dans les conseils prud'homaux par an, 5 cas par an qui concernent un dépôt de plainte par une salariée contre son employeur sur ce sujet-là. En Angleterre ? Oui. Oui, tout à fait. Oui, il y en a 5 là cette année. Et j'ai pas trouvé de chiffres pour la France. Je ne sais pas si vous savez si. À ma connaissance, je n'ai jamais entendu dire. En prud'homme, il y a déjà eu. Je ne sais pas tout, mais okay. On n'en est pas là. Avant qu'on passe aux solutions que peuvent faire les employeurs pour aider ces femmes, est-ce que vous avez une question sur un sujet qu'on a évoqué, ou un témoignage, un éclairage Eh bien, on continue. Tout à l'heure, Christelle, vous parliez des solutions. Vous avez commencé à en égrener quelques-unes. Donc, on reprend la question à zéro et plus lentement. Comment et que peuvent faire les employeurs et comment peuvent-ils aider ces femmes ? Alors, déjà, je vais parler de la Femtech. Donc, il y a des innovations possibles, comme, Omena, tu parleras bien plus de ton appli, mais des boîtiers, il y a des solutions, il y aura peut-être des solutions connectées, des programmes d'accompagnement. Donc, ça aussi, typiquement, c'est des choses que les entreprises peuvent faire rentrer et elles ont intérêt. Il ne faut pas oublier que les employeurs, aujourd'hui, ont la responsabilité des choix de mutuelles qu'ils font pour leurs salariés. Donc, c'est important aussi de regarder. Il y a des mutuelles comme Lola Health, par exemple, qui mettent l'accent sur ces solutions aux symptômes. Donc, ça peut être de la mise à disposition d'applications qui peuvent permettre aux femmes d'être mieux accompagnées, de poser des questions, parce que on sait que 81% des femmes s'occupent de la santé de leurs proches avant la leur, et que 60% des femmes, à un moment donné de leur existence, vont être en renoncement de soins gynécologiques de par pas de temps, donc charge mentale, et de par pas d'accès rapidement à un soignant. Vous parlez pour la France ? Pour la France. Donc okay. Ça veut dire que toutes ces applications-là aussi de télémédecine, où je peux parler à quelqu'un, me faire suivre et poser une question pour être rassuré. Voilà, il y a un intérêt de pouvoir le faire. Donc ça peut être de dispositifs connectés. Donc il y a des solutions à creuser du côté de la Femtech. Un petit peu plus loin, mais plus cher, on en a parlé avec Catherine, c'est par exemple des exosquelettes, par exemple, pour les problèmes de posture, de fragilité osseuse, donc quand on doit soulever des charges lourdes. Alors ça coûte très cher. Donc c'est une grosse machine qu'on se met sur les épaules. Voilà, c'est un peu à la matière Robocop, mais on s'est aperçu que, par exemple, oui, dans les soignantes, il y a beaucoup de femmes, et on s'est vu pendant le Covid retourner des corps lourds toute la journée. Oui, il y avait un vrai impact, donc ça peut être ça. Et encore une fois, quand on fait ce chemin-là, je tiens à le dire, parce qu'on a l'impression que c'est pas un combat que féministe, parce que créer des environnements et des cultures de travail qui soient plus bienveillantes et qui fassent attention à la santé des gens, ça bénéficie à tout le monde. Alors, on a un peu de retard sur les pathologies, et il y a des pathologies spécifiques féminines, mais je donne souvent cet exemple de la Poste, et c'est pas moi qui le dis, mais quand on a commencé à mettre des chariots à roulettes pour les femmes à la Poste parce qu'elles avaient peut-être moins de musculature et plus de problèmes de dos, au final, c'est tous les hommes qui en ont aussi bénéficié et qui n'ont plus à porter de charges lourdes. Donc globalement, c'est tout bénef pour tout le monde. Et donc après, dans l'aménagement des environnements de travail, ça peut être de mettre à disposition une douche, de pouvoir aménager les horaires, les modalités de travail. Ça peut être déjà de faire de l'information et de la sensibilisation, on l'a déjà dit, et puis de permettre peut-être un changement de bureau. Si on est dans un open space, dans un environnement où il y a beaucoup de femmes et qu'il y en a beaucoup de très jeunes qui ont tout le temps froid, et que nous on a très chaud, c'est comment on peut faire juste pour vous mettre et pour proposer un environnement qui corresponde plus à ces symptômes-là, par exemple.
Jane, vous avez d'autres exemples ou d'autres initiatives que vous avez croisées dont vous pouvez nous faire part ? Oui, là, c'est pas exactement une initiative à laquelle je pense, mais quand on regarde, par exemple, les solutions qui sont proposées par un collectif anglais qui s'appelle, je regarde mes notes parce que je ne veux pas l'écorcher. Ils sont trop forts, ces Anglais, encore une fois. Ils sont très, très forts. Menopause at Work. Donc en gros, c'est une certification que les entreprises peuvent passer pour dire qu'elles sont bien équipées pour aider les femmes à traverser la ménopause au travail. Et je crois qu'il y a 50 entreprises qui ont la certification, dont des clubs de foot, des banques, Santander, etc. Et l'année dernière, il y a même eu une espèce de trophée des entreprises les mieux équipées pour aider les femmes à traverser la ménopause, avec une cérémonie, des prix, etc. Donc vraiment, ils ont quelques années d'avance sur nous. Et c'est peut-être pas des choses qu'on ferait en France non plus, mais bon, voilà. Et une des premières choses qu'ils mettent dans leurs recommandations ou dans les questions qu'ils proposent aux entreprises de se poser pour savoir s'il y a une belle culture liée à la ménopause au travail, c'est de dire est-ce que vous promouvez de la communication positive sur la ménopause au travail ? Est-ce qu'on peut parler de ménopause au travail ? Et ça, je pense que c'est la première étape avant de commencer à trouver des services pour aider les femmes à traverser la ménopause qui seraient payés par l'entreprise. Il faut déjà qu'on puisse en parler, donc que les RH soient intéressés par la question, que les managers sachent en parler s'il y a une salariée qui en a besoin. Et aussi qu'il y ait de l'information, que les personnes sachent qu'elles puissent en parler, et que ce ne soit pas un énorme tabou, quoi. Alors attention, parce que je voudrais... excuse-moi, c'est juste sur le fait de... Oui, il faut commencer par en parler, l'information, la sensibilisation, mais sauf qu'aujourd'hui, il faut agir. Parce que sinon, on va se retrouver, comme on voit en ce moment, excusez-moi, je suis un peu en colère, mais déjà, on a des fois du femtech bashing ou des choses comme ça, ou des gens, en ce moment, des entreprises qui se saisissent de l'opportunité pour faire beaucoup de communication positive sur le sujet. Sauf que, par exemple, c'est bien de donner des congés ou des jours supplémentaires quand on est malade, c'est pas vraiment un congé. Mais sauf que quand derrière on voit, et c'est de l'endométriose, ça veut dire d'avoir sa carte de travailleur handicapé reconnue handicapé à cause de l'endométriose, ça veut dire que souvent on a passé déjà 7 ans d'errance thérapeutique. Donc qu'est-ce qu'on fait pendant ces 7 ans-là ? On laisse les femmes continuer à souffrir sans leur proposer de solution ? Pourquoi vous dites 7 ans ? Parce que c'est le temps moyen de diagnostic encore en France d'une endométriose. Donc j'ai ce délai-là pour poser un diagnostic. Après, je demande ma carte de travailleur handicapé. Et après, mon employeur, parce que là, pour le coup, il va pouvoir gagner de l'argent puisque je rentre dans la catégorie de travailleur handicapé, il va faire quelque chose pour moi. Donc ça, aujourd'hui, alors c'est bien parce qu'on en parle du sujet et qu'on avance et qu'on bouge, mais c'est pas la vraie solution. Aujourd'hui, on peut faire des choses de manière beaucoup plus simple et pragmatique qui peuvent aider bien d'autres personnes que les femmes ménopausées. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Donc c'est là où il faut mettre un coup d'accélérateur. Enfin, franchement. Tu penses à quoi Catherine. Tu dis les choses pratiques qu'on peut mettre, tu penses à quoi ? Par exemple, tu vois, les toilettes, les douches ou des choses comme ça, le fait d'arrêter aussi des fois de concevoir des bureaux où il n'y a pas de fenêtre. Dans la conception, du lieu. Oui, c'est ça. Alors je dirais que c'est pas incompatible. Non, bien sûr. Pas incompatible. Pour revenir en Angleterre, il y a une entreprise sur 4 à peu près qui est non pas labellisée, mais qui est déjà investie dans une amélioration de la qualité de vie au travail des femmes ménopausées, avec beaucoup d'informations, beaucoup de déstigmatisation. Ça contribue quand même à déstigmatiser, je pense, avec des programmes même qui englobent des femmes jeunes, les hommes, enfin voilà, tout le monde en parle, pour être moins stigmatisés, et aussi aider le manager à mettre en place. Ils ont même été plus loin au niveau européen, puisque l'European Menopause and Andropause Society, qui est une société savante européenne pour la ménopause et l'andropause, a même élaboré des recommandations donc scientifiques basées sur la médecine, avec plusieurs niveaux, des recommandations pour les entreprises, les managers, comment aborder le sujet de la ménopause en entretien annuel avec votre salarié, des choses comme ça. Oui, je vois que ça peut étonner pour la France, mais chez eux, c'est courant. Une société savante, c'est un regroupement de médecins spécialisés. La société savante, c'est un espèce de collège d'hyper-experts qui se réunit d'abord pour enseigner aux non-hyper-experts, aux collègues non-hyper-experts, et puis aussi pour édicter ce qu'on appelle des guidelines ou des recommandations, c'est-à-dire de la bonne pratique clinique. Ce qu'il faudrait faire dans un domaine si on veut être au top du top. Alors ça peut être dans la prise en charge de la pneumonie à pneumocoque, c'est plus souvent des sujets médicaux, mais là justement il est intéressant de noter que c'est pas un sujet vraiment médical, c'est à la frontière, c'est un sujet médico-sociétal. C'est rare.
C'est rare. Donc c'est vraiment pour les anglo-saxons, c'est un vrai sujet. Donc il y a une partie pour les managers. Donc c'est effectivement ce que tu dis, hein. C'est comment organiser le lieu, comment débloquer la parole, comment parler sans stigmatiser. Deuxième niveau, c'est pour les professionnels de santé, puisque les MAS considèrent évidemment que le professionnel de santé, il a sa part aussi. Les masses? Les MAS, European Menopause and Andropause Society. Oh, the YEMAS. EMAS. DIEMAS, oui, ok. Donc, vers les professionnels de santé, en leur disant, vous avez aussi votre rôle pour informer votre patiente, pour essayer de lui donner des pistes pour améliorer sa qualité de vie, et puis évidemment des traitements, bien sûr. Et puis, troisième niveau de recommandation, c'est pour les femmes elles-mêmes. Et là, c'est amusant, c'est rare qu'une société savante s'adresse directement aux patientes. Et là, on leur dit, parlez, c'est vraiment le premier truc. Parlez-en et trouvez du support, de l'aide dans l'entreprise. Et en Angleterre, ils ont même dans certaines entreprises des ambassadrices de la ménopause ou des menopause champions qui sont des référentes qui peuvent débloquer la parole, y compris avec le manager d'ailleurs, ou avec les collègues, si ça se passe mal, et aider pour améliorer la vie au quotidien. C'est super. Un petit exemple pour illustrer ce que tu disais. J'ai une cousine qui a 35 ans qui travaille en Angleterre. Et il y a un an, elle m'a envoyé un mail, transféré un email où son entreprise l'invitait à une formation sur la ménopause. Donc c'est vraiment, c'est une bonne manière d'entamer les sujets, de dire venez passer 30 minutes et on va parler de ménopause et on va vous expliquer comment en parler au travail. Tout à fait, oui. J'ai la même expérience avec la fille d'une amie à moi qui a 30 ans tout rond, qui travaille à Londres. Et on s'est vu il n'y a pas longtemps. Et elle m'a dit qu'elle a déjà eu 2 formations d'1 heure sur la ménopause à 30 ans. Et je lui ai dit, et alors? Elle m'a dit, c'est super. Avez-vous des questions ou, comme dit Catherine, parler? C'est l'EMAS qui conseille ça, de parler. Et oui, quelqu'un lève la main. Merci. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Laura. Merci, c'est super intéressant. Je me suis jamais intéressée au sujet, donc merci. En vous écoutant parler, moi j'ai une interrogation qui est plus large que la ménopause, qui est la productivité en entreprise. Le rapport au corps, le rapport à ce qu'on est, à ce qu'on ressent, et dans un monde de l'entreprise qui l'étouffe d'une certaine manière, quoi qu'il arrive, et que du coup, que ce soit quand on est une jeune femme, une femme d'âge 30-40 ans, puis la ménopause, en fait, à toutes les étapes, concrètement, c'est travaille bien, et le reste, ça ne doit pas impacter ton travail. Donc, est-ce que la réflexion, elle ne va pas encore au-delà de cette notion, malheureusement, tristement réelle, de on ne peut pas en parler parce que c'est tabou d'être une femme, tout court, mais que ça impacte la productivité? Oui, on est complètement d'accord. C'est une réflexion globale sur l'organisation de la société, des rôles, les rôles de genre et tous ces sujets-là qui se rejoignent. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est la séparation de la sphère privée et de la sphère professionnelle, de ne pas considérer les gens dans leur globalité de ce qu'ils vivent. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très français, et sous couvert de ne pas vouloir faire trop d'ingérence. C'est aussi un bon moyen de ne pas s'attaquer à certains sujets. Catherine? Oui, alors c'est une super question, mais on a la réponse. Et comme d'hab, c'est les Américains qui donnent la réponse quand il s'agit de productivité. Donc eux, c'est très simple, ils ont fait le calcul. Combien ça coûte? C'est la Mayo Clinic, une célébrissime clinique américaine qui fait beaucoup d'études cliniques et beaucoup de publications internationales. Elle a fait le calcul assez récemment, elle l'a publié. Donc perte de productivité, perte en heures de travail, ça coûte aux États-Unis, on a les chiffres, pas pour la France, plus de 2 milliards de dollars par an. Et si on rajoute le coût médical, on monte à plus de 26 milliards de dollars par an. Juste la ménopause. Ah ouais, ménopause. Donc la conclusion de la Mayo Clinic, c'est il serait temps qu'on fasse quelque chose. Et alors, les employeurs américains, ils font quelque chose? Alors je te laisse parler parce que tu es nord-américaine. Exactement, du Canada, donc pas le même pays, mais bon. Il y a un exemple que je trouve intéressant et qui a été rapporté récemment dans un article du New York Times sur le sujet de la ménopause au travail. Et il prenait le cas de NVIDIA, donc une entreprise qui fait du matériel informatique nord-américaine. Et les RH s'interrogeaient sur comment accompagner les femmes qui traversent la ménopause. L'entreprise a 13 000 salariés.
Pourquoi est-ce qu'ils s'y intéressaient? Parce qu'il y a 12 femmes qui ont dit « Qu'est-ce que vous faites pour la ménopause ?» Donc il y a 12 femmes et ils sont allés chercher des solutions. Donc déjà, je trouve ça assez incroyable et je ne sais pas si on verrait ça en France. Et donc eux, ce qu'on fait par exemple, je crois qu'ils ont peut-être fait des formations et de l'information à l'échelle de l'entreprise. Et ensuite, ils ont donné accès aux salariés qu'ils souhaitaient à un service de téléconsultation et de prescription de médicaments pour la ménopause qui s'appelle Peppy Health, qui est une entreprise anglaise qui vient de s'exporter aux États-Unis. Sachant que je pense que le cas américain est assez différent du cas français ou même anglais, parce qu'aux États-Unis, c'est beaucoup les entreprises qui se saisissent du sujet de la santé des personnes ou des salariés. Parce qu'en fait, si on n'est pas salarié dans une entreprise aux États-Unis, en gros, on n'a pas de couverture santé. Donc en France, c'est quand même assez différent, même si on en parlait avec Catherine plus tôt, on a des mutuelles liées à notre travail en France. La santé et le travail, c'est quand même deux sujets qui sont beaucoup plus séparés en France qu'aux États-Unis. Voilà mon exemple. Une autre question, remarque sur les États-Unis, l'Angleterre? Oui. Ouais, on peut vous apporter un micro? Bonjour. Bonjour, Séverine, je travaille pour l'assurance maladie. Donc, vous l'avez dit, la ménopause, ce n'est pas une maladie. Donc, il y a effectivement d'un côté les professionnels de santé qui nous accompagnent en tant que femmes. Et puis, il y a l'univers du travail. Il y a quelque chose au milieu en France qui s'appelle le médecin du travail, enfin, le service de santé au travail. Moi, voilà, on est 1000, on est 92% de femmes dans mon entreprise. Enfin, ça fait 30 ans que je travaille pour l'assurance maladie. Mon médecin du travail ne m'a jamais parlé de ma ménopause. Donc voilà, il y a un maillon qui existe, je dirais, en France, et pour le coup, qu'il faudrait aussi peut-être mettre dans la boucle de ce que vous venez de dire, parce que c'est super intéressant de dire, les femmes, il faut qu'on en parle, les professionnels de santé, elles sont autour de nous, les gynécologues, les médecins traitants, les sages-femmes, mais le médecin du travail, il a aussi sa part, et j'ai pas forcément entendu, je sais pas ce que vous pensez, vous, de ce maillon, mais c'est intéressant. Je trouve que c'est une très bonne question. J'ai lu quelque part récemment, alors je ne sais pas où, peut-être qu'on en a parlé même ce matin, mais que c'était pas un endroit pour une conversation très intime en fait, la réunion chaque 2 ans de médecine du travail, et du coup que c'était peut-être pas évident pour une femme de commencer à parler de ses bouffées de chaleur, de tous ses symptômes et de son travail, alors que la consultation est plutôt rapide et qu'on ne parle pas forcément trop de ces sujets-là, on parle de posture, etc. Alors, dans le document de l'EMAS, il cite 2 recours possibles également, que je ne vous ai pas donné avant, qui sont le médecin du travail ou le DRH. Alors, moi, je suis plus trop dans le privé, mais je pense que le public, c'est une chose, le privé, c'est autre chose. Je ne sais pas s'il y a certaines d'entre vous qui sont dans des entreprises privées. Est-ce que c'est facile de parler de sa santé perso sans que ce soit une maladie, enfin, je veux dire, avec un médecin du travail ou un DRH, je ne sais pas si vous avez une expérience. Mais quand vous dites le public c'est une chose, le privé c'est une autre, vous sentez... Les entreprises. Oui. Les entreprises, parce que madame travaille... Mais laquelle est plus en retard par rapport à l'autre? Je ne pense pas qu'il y ait un retard, je pense que c'est le regard que l'on a avec le médecin du travail, mais peut-être je me trompe. Qu'on va plus facilement, pour vous, on va plus facilement chez le médecin du travail dans le public? Je pense que c'est la parole. La parole, je pense, est peut-être plus libérée avec son médecin du travail dans une institution publique. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est généralement pas facile de faire parler une salle comme ça. Non, je sais pas. Faut poser oui. Ah, voilà, vous avez gagné. La pêche a été bonne. J'ai vu, elle souriait. Oui, il ne faut pas sourire. J'ai vu que ça lui parlait. Bonjour. Bonjour, donc moi mon prénom c'est Véronique. Voilà, j'ai travaillé dans le public, dans le privé. Je peux vous dire que dans les deux c'est pas très facile, voilà, et que ça vient d'abord des femmes elles-mêmes. Hein. Je pense que voilà, je vois toutes ces dames faire comme ça, donc je suis la seule à le penser. Moi j'avais eu une question pour rebondir par rapport aux Anglo-Saxons. Donc on a la sécurité sociale en France, c'est un atout, hein, on ne veut pas la lâcher. Je pense qu'on est assez voilà. Et on a également un gouvernement qui a fait de l'égalité femmes-hommes une grande cause du quinquennat. Donc moi, je voudrais vous demander si, dans la sphère des politiques publiques, nationales ou locales, etc., il y a pour, au-delà de briser le tabou, est-ce qu'il y a dans ces politiques un plan d'action concrète pour réussir à casser le tabou autour de la ménopause et notamment dans la carrière en entreprise des femmes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe au niveau national qui a été un peu pensé ou pas du tout? Voilà.
Alors spécifiquement pour la femme, pas à ma connaissance, vous me corrigerez si je me trompe. Il y a eu des plans pour le travail senior en général. Par contre, dans les pathologies féminines, ce qui a un peu le vent en poupe, je dis pas ça ni méchamment ni par jalousie, c'est l'endométriose. Donc là, oui, il y a un plan, Macron a annoncé un plan pour les femmes endométriosiques. Il faut dire que ça a été porté par des associations de patientes. Il y a 2 très grosses associations de patientes endométriosiques qui ont vraiment fait un boulot formidable depuis des années pour arriver à ça. J'ai pas connaissance, là je cherche, d'associations de patientes de femmes ménopausées. Alors, il y a, et je pense que c'est d'ailleurs un problème. Un problème. Bon, je vais faire ma pub, mais je fais aussi, dans le cadre d'Omena, un podcast sur la ménopause qui s'appelle Ménopausée. Et il y a Agnès Buzyn, donc l'ancienne ministre du Travail, qui est venue discuter avec moi de ce sujet-là. Et elle disait que c'était peut-être un problème qu'il n'y ait pas assez d'associations justement de patients qui se saisissent du sujet de la ménopause pour aller voir l'État. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'il y a, c'est donc plein de femmes qui traversent la ménopause, des sociétés savantes et des médecins, mais il n'y a personne qui regroupe un discours collectif pour aller voir l'État et demander certaines choses. Mais il y a une association qui vient de se lancer qui s'appelle All for Menopause, si je ne me trompe pas, où il y a différents médecins. Comment ? C'est un collectif. C'est un collectif. Ok, bon, c'est un collectif, mais c'est déjà ça. Et donc oui, bien sûr. Il y a 3 ou 4 médecins et il y a quelques femmes de la société civile, dont Sophie Dancourt qui parle demain matin de Recrutons les vieilles. Je vous la recommande, elle est vraiment super. Donc allez écouter sa conférence. Et donc là, il y a ce premier collectif, et donc eux, leur vœu, c'est d'aller parler au gouvernement et de promouvoir le fait qu'on parle de ménopause en entreprise un petit peu. Et un autre sujet, donc c'est pas un plan, mais récemment il y a eu une consultation au Sénat sur la santé des femmes au travail en général. Et dans ce cadre-là, il y a eu 30 minutes qui ont été dédiées au sujet de la ménopause, et il y a Brigitte Letombe, une docteure avec qui on travaille, que Catherine connaît bien et qui est dans la Société savante de la ménopause française, qui a eu l'occasion de parler pendant 30 minutes de l'impact que la ménopause pouvait avoir au travail. Mais aujourd'hui, ça en est à ce stade-là a priori. C'est-à-dire que si on est encore en train de faire des consultations sur la ménopause au travail au Sénat et que c'est juste de l'ordre de la discussion, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait derrière. Christelle ? Et nous, chez Femtech France, on fait des actions de plaidoyer. Donc, on a fait un premier état des lieux de l'innovation en santé des femmes avec Medicine et Care Insight, où on a pointé qu'effectivement, c'était un des sujets sur lesquels il fallait sans doute accélérer. Et on va organiser, avec l'initiative de MyYes Life, au mois de juin, là, le 29, une conférence sur le sujet, alors pas que de la ménopause, mais sur le sujet de la santé intime des femmes en entreprise. Parce qu'il ne s'agit pas non plus d'être dans une compétition et d'opposer ménopause versus endo ou versus SOPK ou je ne sais pas. Toutes ces pathologies-là et ces moments de vie, ils ont un impact. C'est de manière générale comment on pose le sujet et le cadre. Donc on mène des actions d'information, de sensibilisation et des actions aussi de lobbying et de plaidoyer auprès des instances publiques. Aussi pour que la prochaine fois, quand il y a des budgets votés sur des plans santé et autres, il y ait des crédits et des budgets qui soient sanctuarisés, qui soient dédiés spécifiquement à la santé des femmes, parce qu'encore une fois, on a du retard à rattraper. Et je voulais peut-être rajouter quelque chose. Je ne sais pas où ça en est, mais je sais que j'avais vu ça dans le flyer que j'ai reçu de Macron lors des dernières élections. Et j'ai vu des choses dessus récemment. Mais en gros, ils sont en train de mettre en place 2 consultations, je crois, un peu plus longues, à 45 ans et 55 ans, pour parler de santé des femmes. Sachant qu'une des médecins avec qui on travaillait nous disait c'est pile pas le bon âge. Alors, ça ne va pas être spécifiquement pour la santé des femmes. Il va y avoir des consultations qui devaient être créées en 2023, donc je ne sais pas où on en est. Une à 25 ans, une à 45 ans, une à 65 ans. C'est pour tout le monde, ce sera pour tout le monde. Donc au départ, ça devait être très fliqué. 25 ans, on parlera de ça, 45 ans, on parlera de ça, 65 ans, on parlera de ça. Bon, ils ont laissé tomber. C'est pas encore actif, mais c'est dommage en ce qui concerne les femmes, parce que le parcours de santé des femmes est quasiment égal à 0 en dehors de la grossesse ou de l'ado. Où il y a beaucoup de consultations systématiques chez les ados, mais entre 25 et the end, 0 pointé, en dehors de la grossesse. Donc ça sera mieux que 0, mais bon, nous, ça nous pose un problème quand même, parce qu'entre 25 et 45, il se passe quoi ? C'est quand même l'âge où toutes les pathologies gynécologiques arrivent. On n'est pas que des réceptacles à bébés, il y a aussi autre chose qui se passe. Et puis entre 45 et 65, c'est la même chose, what else ? Donc c'est mieux que rien, mais ça ne solutionnera pas tout. Ok. D'autres questions, remarques ? Vous êtes bienvenus. Ce sera la dernière.
Bonjour. Bonjour. Je suis navrée, j'ai raté un peu le début, mais on arrive de différentes conférences où 80% de l'auditoire est masculin. Et là, moi, je me suis excusé au début. Donc, Non, mais merci. En fait, je pense qu'à un moment donné, on a besoin des hommes aux côtés des femmes, d'hommes féministes. Et en fait, la ménopause, c'est pas qu'un problème de femmes. La grossesse, c'est pas un problème de femmes. Les règles, c'est pas des problèmes de femmes. Et donc, merci messieurs. Mais ce sera mieux quand ces messieurs et nos chefs aussi, parce que personnellement, mes chefs sont des hommes, s'intéresseront à moi en tant que femme collaboratrice avec tout ce qui va avec. Et j'ai fait des bébés, ça n'était pas un problème. Je serai ménopausée, ce ne sera pas un problème. Merci. Très belle conclusion. C'est exactement ce que vous disiez. Mais vous avez raison. Vous avez raison. C'est en proposant des solutions pour, par exemple, la ménopause, parmi tous les sujets qui concernent les femmes ou les salariés. C'est en travaillant sur ça qu'on peut aider aussi les autres salariés. C'est parce qu'on a travaillé sur certaines maladies chroniques qu'on a permis à certains d'en bénéficier et que ça a bénéficié à tout le monde. Donc c'est aussi un argument du camp d'en face, s'il y a un camp d'en face, incarné par comment dire, les managers qui refusent de laisser ce sujet infuser, de dire bon, ça ne concerne qu'une toute petite partie. Mais Jane disait tout à l'heure 12 femmes sur combien de salariés chez Nvidia 3000, je crois. Voilà, c'est parce qu'on s'intéresse à des 13 000. à des niches, à quelques personnes en particulier, que ça peut bénéficier à tout le reste. Et c'est cet argument-là qui doit être mis sur la table pour que ça avance globalement. Merci beaucoup, merci d'avoir été là et d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que vous restez un peu, on va installer le prochain intervenant, mais est-ce que vous restez un peu à disposition de celles et ceux qui auraient des questions à vous poser? Formidable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir participé et levé la main régulièrement. Stop acting so small, because you are the universe in ecstatic motion.